demande d'accueillir avec un tollé d'applaudissements, avec beaucoup de chaleur, Monsieur Enki Bilal. En fait, je me rends compte que le cinéma m'accompagne depuis que je suis gamin, quoi, comme vous tous. Enfin, je pense que tout petit, j'allais au cinéma à Belgrade avec ma mère et ma sœur. Mon père était déjà à Paris, donc j'allais voir tous les dimanches un film. Alors, il y avait des films de propagande, mais pour enfants, qui étaient très bien faits. Et puis il y avait des westerns américains. Donc, et puis à Paris, quand je suis arrivé à Paris, une fois que je parlais le français, c'est la même chose. Je continuais à aller voir tous les dimanches des films qui eux-mêmes donnaient envie de dessiner, et en même temps que je découvrais la bande dessinée. Donc il y a une espèce de parallèle. Et à part la période où j'ai vraiment essayé de me construire quelque chose sur la bande dessinée, où je dévorais les pilotes, tous ces magazines, je me gavais de bande dessinée, de dessins, j'essayais de comprendre comment ça marchait. Après, très vite, c'est le cinéma qui est devenu le moteur de mes inspirations d'auteur de bande dessinée. Et le cinéma me paraissait quelque chose d'inaccessible parce que je pensais qu'il fallait faire des études spéciales, qu'il fallait avoir un diplôme, enfin des choses comme ça. Et jusqu'au moment où l'envie était trop forte, où j'ai voulu faire un court métrage, et puis voilà. Donc c'est quelque chose d'assez naturel et qui est lié à le parallèle entre la bande dessinée et le cinéma est réel, même s'il y a des grandes différences dans l'utilisation des deux moyens d'expression. Comme on parlait de bande dessinée, je ne sais pas, parce que finalement c'est l'imaginaire. Donc l'imaginaire, je pense que le cinéma traditionnel est aussi basé sur l'imaginaire. Donc je pense que c'est l'intérêt, c'est de pouvoir arriver d'une manière ou d'une autre à montrer, à raconter ce qu'on a envie de raconter par des images et par le son. C'est peut-être ça la définition du cinéma. Alors voilà, c'est affronter la technique et essayer de la gérer au mieux. Je me voyais mal en train de revenir sur des choses aussi graves que l'obscurantisme religieux, qui me paraît être la plaie actuelle, et on sait tous ce que c'est. Et puis surtout, ça me paraissait aberrant de convaincre même un producteur ou des Japonais ou qui que ce soit d'autre en disant: je vais vous faire un film qui va coûter tant de millions, et vous allez voir, ça va être génial, il va y avoir des obscurantistes qui vont faire tout péter, et on va se marrer, ça va être vachement bien. C'est pas cynique de ma part, ça, mais il y a quelque part aussi, après avoir fait ça en album, je peux vous dire que moi j'avais envie de raconter une histoire d'amour. Et le cinéma s'y prête vraiment bien. Mais comme l'histoire d'amour n'est pas tout à fait banale, j'ai pas l'impression de me trahir. Voilà. Nicopole est le nom d'une ville en plus. Oui, donc vous aviez pas envie de déplacer ça vers l'est dans une cité imaginaire? Oui, mais ça aurait fait quoi? J'aurais du coup accusé l'Est de devenir le lieu des manipulations génétiques du futur, ce que je ne crois pas. Ils ont déjà fait ça du temps du communisme. Ils ont déjà fait pas mal d'expérimentations. Shanghai, j'ai pensé un moment à Shanghai parce que je suis fasciné par l'émergence quand même de cet énorme pays magnifique qu'est la Chine, qui va compter dans le 21e siècle. Mais si j'avais mis Shanghai en scène, ça aurait été monstrueux de donner à Shanghai le rôle que New York a dans le film, une espèce de boîte dans laquelle se passe une histoire d'amour. Donc voilà, c'est vraiment New York est utilisé ici comme un poncif, mais un poncif d'une noblesse absolue. Mais c'est un poncif qui est la représentation de nos fantasmes d'occidentaux. Ça reste notre fantasme, mais un fantasme qui nous fait peut-être plus rêver, mais qui est incrusté dans nos têtes. Donc voilà, c'est cette fonction-là qu'a le décor dans ce film. Comme je souhaitais une rupture, je disais tout à l'heure, une rupture avec la bande dessinée, je pense que si j'avais choisi Paris et Londres, comme dans les albums, d'une part, ça aurait créé une espèce de trouble, parce que les lecteurs auraient cru forcément que je faisais une adaptation précise et réaliste, enfin littérale des albums. D'autre part, Paris aurait eu un rôle beaucoup plus important. On ne fait pas un film avec un Paris. Je parlais tout à l'heure du focus sur les personnages qui sont nets et le fond, le décor derrière qui est un peu flou. Faire ça à Paris, ça aurait été un peu injuste. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on peut faire ça à New York, puisque New York, c'est universellement connu comme une espèce de tarte à la crème, on va dire, de la SF. 6 mois avant le 11 septembre, lorsque les infographistes qui avaient modélisé Manhattan en 3D, donc ils m'ont convoqué un jour devant un écran où j'ai vu apparaître Manhattan très très beau en image de synthèse, donc c'était en gris, monochrome, très très stylisé, mais c'était vraiment les volumes de Manhattan, c'était magnifique. Donc ils me disent maintenant,
pour le film, où est-ce qu'on met la tour Eugénix, qui est cette tour qui symbolise le pouvoir de cette dictature médicale. Où est-ce qu'on met cette tour? Alors moi je dis, mais on vire les deux là, les deux pas belles, et on met à la place. Donc ils ont tapé sur 2 boutons, les 2 tours ont disparu, et la nouvelle est apparue. Bon, 6 mois avant. Alors effectivement, lorsque 11 septembre est arrivé, j'ai eu quelques problèmes. On était tous un peu déjà choqués par l'horreur de l'événement. Et puis en même temps, on s'est dit, mais non, allons jusqu'au bout. C'est quelque part, et de manière horrible, cet attentat validait cette idée que peut-être que le symbole de l'Occident arrogant, c'est New York. Je trouve ça injuste parce que New York, c'est pas les États-Unis. C'est pas New York qu'il fallait frapper. Pour moi, New York, c'est une ville magique et qui n'est pas américaine vraiment. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que rien n'a changé. Voilà. Pourquoi une histoire d'amour aussi forte, aussi touchante au milieu d'un monde aussi brutal? Parce que c'est dans les moments les plus brutaux, les plus violents qu'on a le plus besoin d'amour aussi. Quand tout va bien, quand tout est rose, on se ramollit un peu, non? Mais on ne connaît pas ce moment-là. Enfin, c'est vrai qu'on a, depuis le temps qu'on est sur cette terre, on n'a pas trop connu des moments... non, sérieusement, des situations de guerre produisent des choses terribles. C'est terrible, mais en même temps, ça crée des solidarités, des liens entre les humains qui sont aussi en rapport avec la violence qui les entoure. Et c'est terrible de dire ça, mais la guerre fait progresser l'art et fait progresser les sentiments humains. Mais c'est une monstruosité qu'il faudrait éradiquer. C'est ça qu'il faudrait faire d'abord. Voilà. Et puis en même temps, c'est quand on raconte une histoire qui me touche, moi, elle me touchait. Enfin, l'éclatement de ce pays me touche parce que c'est mon pays de naissance. Peut-être que la seule façon de survivre aussi en racontant la violence et la douleur, c'est d'espérer en quelque chose. Et quoi de plus beau que l'amour dans ces cas-là. Voilà. Merci. Est-ce que les idées vous viennent naturellement et pour vous, ça consiste à les coucher sur le papier? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous travaillez énormément par rapport à vos références, par rapport à tout ça? Je crois que les idées viennent beaucoup de la consommation, mais au bon sens du terme, de la création des autres. Les idées me viennent beaucoup aussi de la lecture des quotidiens, donc de l'actualité. Et puis c'est très difficile de dire comment les choses viennent. Hein. C'est très difficile d'expliquer ça parce que ça ne s'explique pas et que au moment où l'idée vient, c'est l'idée qu'on saisit. On est excité par l'idée de la travailler et on se dit pas, on n'analyse pas le processus. Enfin, je crois que quand on est en état de recevoir des idées, qu'elles viennent d'ailleurs ou même de quelqu'un d'autre, toutes les facultés sont tendues vers ça et pas vers. C'est peut-être ça le secret d'ailleurs, c'est de ne pas trop s'observer, de ne pas trop se prendre au sérieux et d'être assez serein. Voilà, je sais pas. Est-ce qu'il y a des choses que vous essayez d'adapter? Par exemple, vous voyez quelque chose, vous dites ah, ça me plaît, je vais le remettre dans un album. Ah bah oui, non, mais c'est bien sûr. ça. Mais la plupart de mes travaux est un travail de décalage. Enfin, la plupart des choses que je fais sont décalées. Moi, tout repose sur une forme de réalité. Hein. Je ne suis pas contre le cinéma réaliste et naturaliste, mais simplement, je n'ai pas envie de faire ça et je décale. Le simple décalage permet également d'ouvrir des voies. Et si je n'avais pas fait ce décalage, jamais une pyramide volante ne serait arrivée dans le ciel au-dessus de Paris. Et ce tout petit décalage permet des aberrations qui deviennent après des choses très cohérentes. Alors, par exemple, vous parlez de la pyramide, moi ça m'a fait penser à la Porte des Étoiles, où il y a cette pyramide volante. Alors, est-ce que vous l'avez vu avant? Des étoiles, c'est de trucs pompés sur Stargate, la oui, femme qui a joué sur la force du mental. Bah oui. Donc, Bah oui, mais ça a été fait quand ça a été fait en quelle année? Donc on en revient mieux au fait que vous ne prenez pas d'idée vraiment. Bah non, on a pris mon idée. On a pris mon idée là. En l'occurrence là, vous êtes fait. Emmerich, bah oui, non, c'est un film. Mon éditeur avait failli attaquer. A failli attaquer Emmerich à ce moment-là, et puis on lui a déconseillé. On lui a dit, vous savez, c'est des Américains, vous n'y arriverez pas. Non, mais en même temps, c'est pas. Je pense pas être le premier à avoir imaginé une pyramide en train de voler. Comme je ne suis pas, comme Luc Besson n'est pas le premier à avoir imaginé une voiture en train de voler. Mézières l'a fait avant lui, et surtout Fritz Lang l'a fait dans Métropolis. Et c'est très loin, c'est très vieux. Vous savez que tous les dieux sont l'invention des hommes, aussi bien les dieux égyptiens que l'autre, le grand là, celui qui est le monothéiste. C'est une invention des hommes, enfin jusqu'à preuve du contraire. Donc je suis plutôt agnostique. Mais je fais des progrès. J'étais athée il y a quelques temps encore. Si vous aviez
une œuvre d'un autre auteur, bien sûr, que vous aimeriez voir adaptée au cinéma, une BD particulière ou un auteur particulier? C'est difficile. Hein. Ouais, si, j'ai déjà répondu à cette question et c'est une bonne question. Moi, je rêverais de voir Tardy mettre en scène la guerre de 14-18, déjà. Ça, c'est à lui de le faire, je pense. Et j'aimerais, c'est parce que je sais que c'est infaisable et tant mieux. J'adore Donald. Donc je sais pas ce qu'on peut faire avec Donald. Le casting, j'attends de voir le casting du réalisateur qui voudra faire un truc sur Donald. Mais la bande dessinée, c'est une école exceptionnelle. Il faut savoir tout dessiner, les personnages, les expressions, les mouvements, le décor, les textures, les matières. Enfin bon, donc il y a tout. Et c'est un luxe énorme. Décider de faire un film, c'est accepter déjà de partager, parce que moi, l'infographie, je n'y connais pas grand-chose. Et donc, moi, j'ai fait confiance à Jacquemin, aux équipes d'infographistes, aux gens qui savent ce que c'est, qui ont le talent, parce que maintenant, ce ne sont plus seulement des techniciens comme il y a une quinzaine d'années, ce sont également des artistes. Donc, il faut accepter de déléguer, et c'est même rassurant, parce que sinon, on ne peut pas porter tout sur ses épaules. Donc, une fois qu'on sait ça, et on l'apprend très vite, les premiers contacts sont faits pour ça, pour qu'on se comprenne, pour qu'on se connaisse. Et donc après, c'est un long fleuve tranquille, ou pas tranquille du tout d'ailleurs, mais en même temps où l'échange des compétences est de mise, absolument de mise. Et voilà, c'est une question de confiance. Ce qui est assez frappant quand on parle d'Immortel, qui est un film superbe, donc vraiment je vous félicite, c'est deux choses. On parle d'une très belle histoire d'amour, d'une part, et puis on parle beaucoup de la technique et des effets techniques. Est-ce que vous n'avez pas eu peur de désarçonner un petit peu vos lecteurs, donc de bande dessinée, dans la mesure où dans vos livres, vous passez beaucoup d'autres messages, notamment vous avez des références assez précises on va dire, à l'actualité, des messages politiques et humanistes. Donc est-ce que vous n'avez pas eu peur de désarçonner un petit peu vos lecteurs ? Non, parce que je leur fais confiance pour comprendre qu'il y a une grande différence entre un album de bande dessinée où on peut mettre beaucoup d'informations, beaucoup de niveaux de lecture, et un film qui est une machine qui se déroule en temps réel et qui est imposée par la mise en scène, par un metteur en scène. Je vais vous citer l'exemple d'une tentative d'adaptation des Phalanges de l'Ordre Noir par Ettore Scola. Il a demandé à Pierre Christin de faire une version pour le cinéma des Phalanges de l'Ordre Noir, qui est un album qui fait 80 pages. Pierre Christin a fait ce travail, la script d'Ettore Scola a fait le minutage de ces 80 pages de bande dessinée et est arrivé à 4h30 de film. Bon, alors vous imaginez La Foire immortelle, la fin piège, 130 pages, vous imaginez la durée du film. Donc il y a un moment donné où on ne peut pas tout mettre dans un film. Mais déjà, Immortel est un film extrêmement dense. Et je pense que si vous regardez bien, il y a quand même un message politique, alors qui n'est pas idéologique, puisque c'est terminé ça pour l'instant. Et ça reviendra, si on survit à ce qui se prépare là, ça reviendra sûrement, j'espère. Mais il y a quand même une dictature médicale qui fait du fric sur les manipulations génétiques. Il y a quand même des enjeux électoraux qui ressemblent aux nôtres. On vient d'en vivre un certain nombre ici. Et il y a quand même aussi cette trace de dissidence de Nicopole d'il y a 30 ans. Il y a quand même ce rapport au passé où tout d'un coup il y a eu des gens qui avaient encore des idées, qui voulaient lutter contre des systèmes établis. Donc c'est en filigrane, c'est assez fin. Je ne voulais pas que ce soit lourd. Et c'est quand même là. Bon, la politique. Alors la politique, ce n'est même plus un jeu. C'était un jeu. Ce n'est même plus un jeu. C'est une espèce de... Comment dire ? Je n'y crois plus beaucoup à la politique, sincèrement. Je crois qu'elle est... les idées politiques, je n'y crois plus en tout cas. Je pense qu'il est temps que de nouvelles utopies ressurgissent. Et après, on pourra peut-être parler de nouveaux élans, de nouvelles idéologies. Mais pour l'instant, on est dans de la gestion d'une économie qui nous dépasse et qui nous est imposée par la globalisation. Mais en même temps, c'est plutôt amusant de voir. On ne peut pas représenter les dieux. C'est pas des politiciens dans l'histoire. Hein, c'est le jeu de Monopoly des dieux. C'est plus ludique que ça. Mais Hallgood, il est dans la tradition humaine, c'est-à-dire que sa fonction, c'est de briguer un pouvoir et de ne pas vouloir le lâcher s'il l'a.
Par rapport aux personnages que vous avez créés de nombreux personnages que vous avez dû confier ensuite à des infographistes. Est-ce que ça vous a pas été parfois un petit déchirement pour vous? C'est intéressant quand il y a une mutation, ça veut dire que l'infographiste a pris quelques libertés, c'est intéressant. Si la mutation me satisfaisait, me plaisait, au contraire, j'aimais bien qu'il y ait des surprises dans ce sens-là. Si ça ne me plaisait pas, on retravaillait, et puis voilà, on ajustait les choses. Donc, mais ça fait partie du... Il n'y a pas du tout de frustration, hein, c'est... encore une fois, j'avais quand même, pour les rôles principaux, j'avais mes acteurs et eux, voilà, ils étaient de chair. Donc ça m'apportait énormément. Et après, il fallait aussi qu'il y ait une forme d'unité malgré tout. Il y a eu tout un travail sur le maquillage de Charlotte Rampling, de Jill, de Nicopole, pour se rapprocher d'une certaine manière du résultat qu'on anticipait de ces personnages en image de synthèse. La coiffure de Charlotte Rampling est un exemple. Ce côté rigide, c'est parce que précisément on avait décidé de ne pas faire de chevelure, en tout cas de texture de cheveux, parce que c'est très long, très lourd et très complexe. Je voulais vous demander par rapport à la séquence lorsque Jill marche entre les buildings de Manhattan avant qu'elle se fasse enlever. L'image, l'animation m'a fait penser au film Metropolis. J'y ai pas pensé au moment où j'ai demandé des effets un peu monochromes, un peu argentés, un peu floutés, quelque chose d'un peu onirique. Hein. C'est à la fois réel et c'est faux. Hein. C'est dans sa tête aussi. Hein. C'est le moment où elle a la conscience de basculer, de traverser peut-être l'espace qui l'amènera à l'humanité. C'est un peu la sortie du musée de l'humain. Donc je voyais des images comme ça. Donc ce travail, on l'a fait chez Durand. On a tâtonné un peu, on a cherché, et on est arrivé à quelque chose qui nous a vraiment plu. Donc je n'ai pas pensé à ce moment-là à Metropolis, mais Metropolis est un film évidemment qui est dans ma tête depuis très longtemps. Et c'est un film fondateur aussi de ce cinéma d'imaginaire. Donc qu'on me rappelle Metropolis, ça me touche beaucoup. Voilà, beaucoup plus que d'autres films. Jill ne veut pas devenir humaine, elle est en train de le faire. Elle ne sait pas ce que c'est, elle a peur de sa métamorphose. John est là pour l'accompagner aussi dans ce passage-là. John est un passeur. Là, il faut effectivement avoir peut-être un peu une culture de science-fiction. Ce sont des thèmes récurrents, le passeur, les univers parallèles. Tout ça, ce sont des choses qui sont porteuses, on va dire, de référence, c'est vrai. Et après, c'est effectivement au spectateur de recomposer l'histoire. Elle n'est pas si compliquée que ça. C'est un peu comme un poème, quelque part. Quand vous lisez un poème, parfois, on ne saisit pas toujours l'agencement des mots, mais il en reste une espèce d'impression de signification. Quelque chose qui est très agréable, parce qu'on n'arrive pas à y mettre des mots tout à fait concrets, mais on sent le sens. Donc moi, j'aimerais que vous sentiez le sens du film, sans pourtant pouvoir toujours tout expliquer. Non, alors attendez, Bilal, ça va, il a fait son film, il est très heureux. Donc moi, j'en ferai un autre, peut-être pas tout à fait dans les mêmes conditions. Mais non, ce qui serait important, ce qui me paraît important, c'est que ce film-là, il ouvre des portes, des perspectives à d'autres. Il y a, Jacquemin parlait tout à l'heure de la tradition japonaise qui, depuis très longtemps, donne la chance à ces artistes venant de la bande dessinée, du manga, de l'illustration, de la peinture, donne l'occasion de faire des films d'animation, des films expérimentaux, mais qui sont du coup des films qui ensuite font la conquête du monde et vont aux États-Unis. Donc ils ont beaucoup d'avance, les Japonais. Les Japonais ne comprenaient pas pourquoi la France, qui avait quand même une école de graphistes, de dessinateurs, la France et la Belgique, hein, pour parler de la francophonie, pourquoi le cinéma, les producteurs de cinéma ne donnaient pas leur chance à des gens comme Moebius, comme Druillet, comme Mézières, comme Casa, il y en a beaucoup, comme moi. Donc voilà, je suis celui qui a peut-être, à force d'envie, hein, c'est pas de l'ambition, c'est de l'envie. J'ai eu envie de faire du cinéma, donc j'ai fait 2 films que j'assume, mais vraiment, je les aime bien. Ils ont été faits dans des conditions difficiles, mais ils existent et ils ont un sens, ils ont du sens. Voilà, le 3e existe grâce à un producteur qui a compris qu'il fallait bouger. Voilà. Donc maintenant, Bilal, on s'en fout, mais que ça s'ouvre, les portes s'ouvrent.